Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, je suis Emmanuel Dunouvian, je suis salarié du groupe Latécoère et j'ai été mis à disposition du pôle aérospace, au pôle Aerospace Valley, donc au sein du service développement en innovation des PME ETI sur les domaines matériaux et procédés. Et donc, je fais partie des animateurs de cet écosystème SMP pour structure, matériaux et procédés. Alors, pour ceux qui connaissent pas, le café techno, en fait, c'est une occasion de se retrouver un peu régulièrement entre membres du pôle dans un cadre un peu informel et vous proposer un petit webinaire d'une heure pour prendre connaissance ou enrichir votre expertise d'innovation sur des produits ou des procédés techniques sur une des 5 thématiques de nos écosystèmes. Et en fait, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire en commun avec François-Marie Le Saf qui pilote l'écosystème EDIA pour économie des données et intelligence artificielle. Alors sachez que ce café techno, il est enregistré, vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube du pôle Aerospace Valley. Les supports de présentation aussi seront disponibles quant à eux alors, sur notre plateforme collaborative Connect, donc dédiée aux membres Aerospace Valley. Et je remercie à ce titre Jennifer Deo qui est du service communication événementielle et qui nous assiste dans l'ombre et qui nous permet le bon déroulement de ce café techno. Alors aujourd'hui, on a choisi de s'intéresser à la recette de la corrosion révélée grâce à l'IA. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Bon, et bien dans ce café techno, en fait, on va avoir deux intervenants qui vont nous présenter les incroyables techniques d'intelligence artificielle possibles sur la mesure de la tenue d'un matériau dans le temps en fonction de son environnement. Donc pour commencer, Jean-Marie Dautel, qui est Senior Expert in Autonomous and Explainable Artificial Intelligence chez Airbus à Toulouse, qui nous présentera comment l'IA permet de prédire la vitesse de corrosion des avions qui sont parqués à cause du Covid-19. Et ensuite, c'est Karim Tout, Lead Machine Learning Engineer au CETIM Grand Est à Mulhouse, qui lui abordera de son côté le Deep Learning pour la détection de défauts sur image. Donc chacun d'entre eux vont vous aider un peu à mieux vous projeter par rapport à vos éventuels besoins. Alors n'hésitez pas à leur poser des questions. Ils vont chacun prendre la parole pendant une vingtaine de minutes chacun. Vos micros sont fermés. Vous pouvez poser vos questions par écrit à l'aide du petit point d'interrogation et je retranscrirai ces questions à la fin des deux présentations oralement. Et donc, je pense avoir tout dit. Donc, je laisse la parole à Jean-Marie pour débuter ce webinaire. Bonjour. Voilà, bonjour. Je me présente, Jean-Marie Dautel. Donc, comme ça a été mentionné, je suis senior expert en intelligence artificielle et je suis spécialisé dans l'IA autonome et explicable. Alors, juste pour un peu expliquer mon travail consiste à automatiser certaines décisions qui sont prises à partir des connaissances extraites des données. Alors, ces connaissances sont soit des connaissances globales, comme on va le voir ici, mais ça peut être également des explications au cas par cas afin de pouvoir justifier des décisions qui sont prises par des systèmes à base d'IA. Il s'agit alors de donner le pourquoi à chaque décision. Mais ce qu'on va voir ici, c'est ce qu'on appelle global explainability, c'est-à-dire c'est des connaissances globales. Et c'est donc la recette de la corrosion dans ce cas-là. Alors, juste pour remettre un peu en contexte, avant de commencer, il faut un peu expliquer que la situation pour Airbus a été extrêmement compliquée depuis le Covid, puisque nous avons de nombreux avions, en fait les 2/3 de la flotte, Airbus, mais même Boeing pareil, qui ont été parqués. Et il faut savoir qu'un avion, ça n'a pas été fait pour être sur le sol. C'est fait pour voler. Alors le problème, c'est lorsque un avion reste au sol pendant un temps assez conséquent, il y a des activités qui doivent être faites, par exemple de style les roues, toutes les 12 semaines, par exemple, les roues doivent être démontées, inspectées pour voir s'il y a de la corrosion, par exemple. Il faut savoir que c'est des activités qui sont faites sur une période d'intervalle de 12 semaines, c'est-à-dire à peu près 3 mois,
et ça coûte 50 000 € par avion de faire ces inspections et éventuellement, s'il y a de la corrosion, les pièces doivent être remplacées évidemment. Donc, il y a un grand intérêt pour les compagnies aériennes qui sont en fait dans une situation assez difficile puisque non seulement elles doivent dépenser des frais importants de maintenance, mais également ces compagnies aériennes, elles n'ont pas de revenus. Donc, elles ont tout intérêt à essayer d'étendre l'intervalle de maintenance. Et la seule façon d'étendre l'intervalle de maintenance, c'est en fait de prouver qu'il y a moins de corrosion que la normale, là où elles ont garé leurs avions. Donc, avec l'aide de ce que vous allez voir ici, on a pu étendre à 24 semaines, donc évidemment, pour les avions qui étaient parqués dans des endroits peu corrosifs, on a pu étendre ces activités. Comme vous imaginez bien, on passe de 12 semaines à 24 semaines au coût de 50 000 € le coût de maintenance, ça fait des sommes assez importantes qui sont économisées par les compagnies aériennes. Donc, tout ça pour expliquer un peu le business, le contexte au niveau business. Ce sont des millions qu'on a pu faire économiser aux compagnies aériennes du fait de la détermination de la vitesse de corrosion ou là où sont parqués les avions. Donc, juste un peu expliquer qu'est-ce qu'on appelle la vitesse de corrosion. Alors, la vitesse de corrosion, on l'a définit comme le ratio entre la probabilité d'avoir une corrosion, probabilité qui dépend a priori de la durée du parking, c'est-à-dire que évidemment, si l'avion est garé pendant 2 fois plus de temps, il aura 2 fois plus de chances d'avoir de la corrosion. Donc ça, c'est ce qu'on s'attend. Donc la probabilité est l'espérance de probabilité. Et qu'est-ce qu'on a observé? Alors, si la vitesse de corrosion est une vitesse de corrosion à 1, ça veut dire que la vitesse de corrosion est la moyenne pour tous les avions partout où est-ce qu'ils sont garés. Donc, mais par contre, si la vitesse de corrosion est 2, ça veut dire que la vitesse de corrosion, il y a 2 fois plus de chances d'avoir de la corrosion là où l'avion est garé. Donc, ça nous permet d'avoir cette vitesse de corrosion et ça nous permet de faire des recommandations aux compagnies aériennes par rapport à où elles doivent garer leurs avions. Alors, c'est important puisque, en général, les compagnies aériennes, elles ne peuvent pas garer leurs avions partout. Elles peuvent les parquer à certains aéroports où ils ont ces possibilités. Mais en comparant les vitesses de corrosion des différents endroits où ils peuvent parquer leurs avions, ils peuvent et puis les coûts de parquage aussi, qui prennent en compte, ça leur permet de parquer leurs avions aux meilleurs endroits, ceux pour lesquels il y aura moins de corrosion. Donc ça c'est le business case du projet. Et pour ce faire, on utilise des informations historiques sur les corrosions qui sont apparues dans le passé. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais la première chose qu'on doit faire pour pouvoir déterminer cette vitesse de corrosion, c'est de déterminer quand est-ce qu'il y a eu de la corrosion. Alors, pour ce faire, on a accès à ce qu'on appelle des logbooks. Des logbooks, c'est-à-dire des informations qui sont notées, qui sont associées à chaque avion, où c'est du texte. Et ce texte, il peut indiquer que les personnes qui font la maintenance des avions ont détecté une corrosion ou pas. Il y a aussi les tech requests qui sont des demandes à Airbus de support et qui peuvent aussi indiquer des corrosions. Donc, en fait, la première étape, c'est d'identifier de par le passé toutes les corrosions toutes les corrosions qui ont été rapportées par les compagnies aériennes. Alors, on dit,
ça pourrait être très simple. On pourrait dire, ben voilà, il suffit de regarder si on voit corrosion dans le texte, et puis s'il y a corrosion, c'est qu'il y a corrosion. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça, puisqu'on peut très bien avoir, par exemple, je donne un exemple ici, et c'est assez courant, qu'on parle de corrosion, mais qu'il ne soit pas une corrosion. Donc, aller chercher des mots comme corrosion, corroded ne suffit pas pour pouvoir déterminer s'il y a une corrosion ou pas. Par exemple, ici, je donne un exemple où Apply Corrosion Protection Compound, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a appliqué quelque chose pour protéger de la corrosion, mais il n'y a pas de corrosion. Donc, là, on utilise l'IA. La première étape pour qu'on utilise l'IA, c'est ce qu'on appelle le NLP, Natural Language Processing. C'est d'essayer de déterminer s'il y a eu de la corrosion ou pas. Et on utilise des outils comme Snorkel avec des voteurs qui permettent, avec ce qu'on appelle des weak predictors, c'est-à-dire des prédicteurs faibles, une combinaison de prédicteurs faibles permet d'avoir une forte prédiction une bonne accuracy sur le fait qu'il y ait ou non une corrosion. Donc, ça, première étape, identifier les corrosions. On est remonté jusqu'en 2014. Pourquoi 2014? Puisque, en fait, on a jusqu'à 2014 et on a là où sont garés les avions, puisque c'est important, il ne faut pas oublier que notre objectif, il est de déterminer la vitesse de corrosion en fonction des conditions environnementales. Et ce qu'on a de par le passé, c'est qu'on a des informations de corrosion et on a des informations où ont été parqués les avions avant la corrosion. Donc, on regarde principalement dans le passé les avions qui ont été garés au moins une semaine, parce que on s'est aperçu que c'était le temps nécessaire pour que le processus de corrosion équivalent à du parking long terme se mette en place. En fait, à partir des corrosions de une semaine, on a fait un effet accumulateur, c'est-à-dire que un avion qui est garé 2 fois une semaine a à peu près la même probabilité de corrosion qu'un avion qui est garé 2 semaines continue. Donc, mais ça demande au moins une semaine de parking pour que cette assumption soit réalisée. Donc, on regarde les corrosions, on regarde où ont été garés les avions, ça c'est la première chose, et à partir de là, on regarde la distribution, et ça c'est très important, c'est-à-dire on regarde, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on regarde donc lorsqu'il y a une corrosion, où est-ce que les avions ont été garés pendant les 6 mois avant la corrosion. Alors, si là où ils ont été garés n'avait aucune importance sur la corrosion, ça aurait pu être le cas d'ailleurs, à ce moment-là, la distribution de ces parkings 6 mois avant une corrosion devrait être la même que celle que la distribution des avions, du parkage des avions. Puisque s'il n'y avait aucune incidence, à ce moment-là, ça serait comme si on faisait un échantillonnage au hasard des parkings. Il se trouve que lorsqu'on regarde où ont été garés les avions dans les 6 mois précédant la corrosion, on n'a pas du tout la même distribution que la distribution des parkings. Et ça, c'est une très bonne indication que là où ont été garés les avions a une influence sur la probabilité de corrosion. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Alors, là, on s'aperçoit que ces distributions étant très différentes, il peut y avoir comment dirais-je, donc des effets en fonction de là où sont garés les avions. C'est-à-dire que pour chaque aéroport, parce qu'en fait les avions sont garés aux aéroports, hein, on a calculé la probabilité qu'en se garant là, on ait une corrosion ou pas. Comme
les avions, il y a des aéroports où il y a beaucoup d'avions qui sont garés et des aéroports où il y a peu d'avions qui sont garés. On a ce qu'on appelle, associé à chaque aéroport, ce qu'on appelle une p-value, c'est-à-dire une probabilité que cette valeur qu'on a, par exemple, si on a 5 fois la vitesse de corrosion, on regarde également la p-value qui indique et qui est un bon indicateur pour savoir si cette valeur, elle pourrait se produire par hasard. C'est-à-dire que s'il y a très peu d'avions qui sont parqués là, on pourrait très bien avoir on n'a pas eu de chance, donc il y a eu beaucoup de corrosion, mais en fait, il n'y a eu que 3 avions qui ont été garés là pendant une semaine, par exemple. Donc, il faut bien prendre en compte que ces calculs, ils sont également associés, il y a une confiance qui est associée à chaque détermination de la vitesse de corrosion aux aéroports. Mais à partir de là, on a quand même 2 tables qui sont intéressantes. La première table, c'est celle où il y a plus de corrosion que la moyenne et pour lequel on demande des p-values qui sont faibles, c'est-à-dire que ce n'est pas par hasard. Et on a des cas où la corrosion est faible et également, même chose, on regarde, on s'assure que la p-value est faible, c'est-à-dire que ce n'est pas par hasard. Donc, on a des aéroports, mais là, ce qu'on a trouvé, c'est simplement pour des aéroports dans le passé, une probabilité d'avoir des corrosions lorsqu'on gare l'avion à cet endroit-là. On n'a pas encore le lien entre l'environnement et cette vitesse de corrosion. Et le but, et comme vous voyez, ça ne suffit pas puisque c'est des valeurs qui sont des valeurs moyennes, moyennes sur plusieurs années de probabilité de corrosion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième étape, c'est que on essaye de voir s'il y a une vitesse de corrosion. Enfin, pas une vitesse de corrosion, une recette, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre l'environnement. On a vu par exemple que certains aéroports avaient une vitesse de corrosion très importante et d'autres avaient une vitesse de corrosion très faible. Et on essaie d'établir une relation entre l'environnement à ces aéroports et cette vitesse de corrosion. En fait, on essaye de prédire à partir de l'environnement la même valeur que la valeur qui a été trouvée historiquement à partir d'un modèle donc de prédictif et en prenant en compte l'environnement à l'aéroport, sachant que c'est un environnement moyenné. Hein, et pour cet environnement, on va récupérer ce qu'on a les informations météorologiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les METAR, c'est-à-dire les stations météorologiques, qui vont nous donner des informations comme l'humidité, la température, le vent. Mais on utilise également ce qu'on appelle des images satellites qui viennent de Copernicus, qui nous donnent des informations sur ce qu'on appelle les contaminants. Le contaminant, ça peut être air salinité, c'est-à-dire la salinité de l'air. Ça peut être la pollution, le SO2, le sulfate ou d'autres contaminants qui pourraient avoir un impact sur cette vitesse de corrosion. Donc, à partir d'informations météorologiques et d'informations satellitaires, on a les conditions moyennes pendant lesquelles l'avion était garé avant la corrosion ou pendant le parking. Et là, on s'aperçoit que lorsqu'on fait un modèle, et c'est là la bonne nouvelle, c'est qu'on s'aperçoit que ces conditions environnementales permettent de retrouver les valeurs historiques. C'est-à-dire qu'on est capable, l'IA, les modèles prédictifs, sont capables de retrouver la même vitesse de corrosion que ce qui a été mesuré dans le passé, juste en utilisant uniquement les informations de type humidité, salinité, etc., etc. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est ce qu'on appelle la vitesse de corrosion. Vitesse de corrosion, pas la vitesse de corrosion, excusez-moi. Ce que vous voyez sur la droite, c'est en fait les ingrédients de la corrosion. La colonne, la taille de la colonne indique l'importance de chaque ingrédient. Donc, c'est comme quand vous faites une recette, vous demandez de mettre 3 œufs, 500 grammes de farine, etc. pour faire votre gâteau. Et bien là, pour faire une corrosion, une bonne corrosion,
il y a le sulfate, c'est très important, le SO2 aussi. Ça, ce sont des polluants, des pollutants, enfin, c'est dû aux usines. Hein. Alors, le sulfate, alors, il faut voir que la recette trouvée par l'IA est quand même assez complexe parce que, par exemple, le sulfate joue un rôle s'il y a de l'humidité, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, la chimie indique que le sulfate et l'eau, ça fait de l'acide sulfurique, tout simplement. Mais le modèle, lui, il n'y connaît rien en chimie, mais il est capable de retrouver cette combinaison sulfate-humidité qui est très corrosive pour l'avion. Donc, ce qu'on en tire du graphe sur la droite, c'est que les polluants, c'est-à-dire les usines en particulier, sont très néfastes pour la corrosion. Puis, vous voyez en troisième position, avec l'humidité, il y a le sel. Le sel, c'est-à-dire, si vous êtes près de la mer, la salinité de l'air a également un impact. La formule, encore une fois, est très complexe, mais on peut, avec l'explainabilité, retrouver les différents ingrédients et leur importance. Donc, d'où l'intérêt de ne pas regarder que les informations sur l'humidité et le sea salt, mais de regarder également les polluants. Donc, lorsqu'on applique le modèle, donc le modèle qui donne d'assez bons résultats sur les différents aéroports, puisque maintenant on avait très peu d'aéroports pour lesquels on connaissait les données historiques, mais maintenant qu'on a la formule, on peut appliquer la formule partout. En fait, pas seulement sur les aéroports, n'importe où vous avez des informations météorologiques, c'est-à-dire tous les aéroports, plus les informations de contaminants, et on a une couverture globale de la planète avec les satellites, on est capable de calculer en temps réel la vitesse de corrosion partout sur la planète. Donc ça, c'est très important. Et j'ai pris l'exemple de Toulouse parce que c'est un cas intéressant. On s'aperçoit que Toulouse, on s'en doutait un petit peu, la vitesse de corrosion à Toulouse va varier au mois d'août, où c'est le plus bas, à 0,7, jusqu'à 1,2 au mois de décembre. Donc, c'est-à-dire qu'en été, la vitesse de corrosion est presque 2 fois moins importante qu'en hiver. C'est-à-dire, bon, si l'avion doit être garé en été, Toulouse peut être un bon choix. Par contre, en hiver, il faudrait peut-être mieux choisir un autre aéroport. Donc, on voit quand même qu'il y a une saisonnalité. Alors, pourquoi il y a une saisonnalité? Tout simplement parce que les paramètres, les ingrédients de la formule de corrosion, il y a l'humidité qui varie en fonction de la saison, la température, etc. Donc, tout ça fait qu'il y a un impact sur la vitesse de corrosion. Alors, quand on regarde sur tous les aéroports et qu'on regarde la distribution des vitesses de corrosion, on s'aperçoit qu'en fait, il y a énormément de différences en fonction des aéroports et on voit entre les extrêmes, c'est-à-dire les aéroports où il y a le moins de corrosion, donc 0,1, c'est-à-dire 10 fois moins de corrosion, et les aéroports pour lesquels il y a le plus de corrosion, 2,6, il y a un facteur 26 fois. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont 26 fois plus, avec 26 fois plus de corrosion que d'autres endroits. Connaître ces informations, évidemment, a un impact financier énorme pour les airlines, puisque les airlines, en fait, elles peuvent pas toutes se garer dans des endroits où il y a très peu de corrosion, puisqu'elles ont un choix limité d'aéroports, mais elles peuvent comparer les vitesses de corrosion entre les aéroports et donc choisir, en fonction également d'autres facteurs, hein, les coûts de parkage, où se placer pour avoir le moins d'inspections à faire, le moins de corrosion et le moins de remplacement. Parce que les pièces qui sont corrodées, il faut les remplacer, donc c'est un coût également. Hein. Donc c'est quand même des centaines de millions d'économies pour les airlines, juste en étant capable de leur dire la vitesse de corrosion là où sont garés les avions. Alors la vitesse de corrosion qui est calculée ici, c'est pour landing gear. La recette qu'on a vue ici, c'est pour le train d'atterrissage, puisque c'est ce qui coûte le plus cher hein, au niveau corrosion.
au niveau maintenance. Donc, c'est pour ça. Mais la vitesse de corrosion peut être différente en fonction des systèmes. Mais on s'est basé uniquement sur les corrosions dans le landing gear parce que c'est celle-ci qui pose le plus de coûts au niveau maintenance. Hein. Donc, si on regarde un petit peu, là, ça c'est une carte temps réel puisque le service est fourni aux airlines. Hein. Si vous regardez cette carte, c'est en temps réel la vitesse de corrosion un peu partout dans le monde. Et vous voyez qu'il y a quand même une chose qui apparaît très claire, c'est que tout ce qui est coastal, enfin tout ce qui est aéroport près de la mer, ont une vitesse de corrosion plus importante. On s'en doutait un peu, au moins là, on le voit clairement. Il est clair que pour éviter la corrosion, il est préférable d'être loin de la mer et d'être, si possible, dans un désert avec peu d'humidité. Et ça apparaît directement sur cette carte mais encore une fois, l'image que vous voyez ici, qui a été produite il y a un mois, sera différente dans 6 mois puisque les conditions environnementales évoluent. Et même, il y a une chose qui est intéressante, c'est que on peut très bien avoir des vitesses de corrosion qui sont différentes pour des aéroports qui sont à 100 km de distance. Pourquoi? Parce que tout simplement, un aéroport a plus d'usines et donc plus de pollution qu'un autre. Donc voilà, je pense que je suis à peu près dans les temps. Oui, merci Jean-Marie. Voilà. Merci. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit par rapport à cette première présentation et on va laisser la parole à Karim. Alors, je me présente, Karim Tout du C-Team Grand Est. Je suis l'ingénieur lead en machine learning et deep learning et je m'occupe de tous les projets de traitement de données de manière générale, données temporelles, données comme type image, type vidéo, avec des traitements conventionnels traditionnels ou même du machine learning deep learning. Aujourd'hui, je vais présenter l'apport que peut amener le deep learning sur la détection des faux sur des images de pièces contrôlées. Alors, ça sera plutôt une présentation de manière générale sur les approches deep learning sur la détection des faux et une toute petite partie sur le potentiel avec la détection de corrosion. Alors, on va dès le début définir un petit contexte de notre étude. On va supposer qu'on a le but ou le besoin du client, c'est d'automatiser le contrôle manuel actuel sur sa ligne de production. Et par suite, on souhaite détecter les défauts surfaciques, les défauts d'aspect principalement, sur des pièces industrielles de tout type de matière. Alors, la première étape d'habitude, c'est que pour des défauts surfaciques, défauts d'aspect, la première question qu'on se pose, est-ce que les défauts sont visibles à l'œil nu? Et par suite, on pourra simplement installer un système de vision, une caméra, l'éclairage adapté suivant l'état de surface de la pièce, suivant la forme de la pièce, ainsi de suite. Sinon, il faut parfois appliquer des méthodes CND, des techniques CND de contrôle non destructif avant de contrôler la pièce. Alors on peut donner quelques exemples comme la magnétoscopie, la thermographie, la ressuage ou autre, qui permettent de ressortir le défaut d'aspect sur la pièce et par la suite utiliser un système de vision pour automatiser cette partie de contrôle d'aspect. Et par suite, dans tous les cas, dans notre cas, ce sera les images, les données en entrée pour notre système, c'est des images de pièces à contrôler. Quelle que soit la technique CND qu'on utilise, même avec un contrôle visuel seulement, on aura des images de pièces sans et avec défauts à contrôler et à détecter les défauts dans ces images. Alors, la démarche habituelle qu'on applique dans tout projet de ce type, c'est principalement la première étape, c'est de construire une base d'images. Alors, on va récupérer des images des pièces conformes, des images des pièces défectueuses qui contiennent différents types de défauts, pas nécessairement un seul type de défaut. En se basant sur les images et la complexité de la tâche et le besoin client, bien sûr, on va pouvoir choisir une approche ou bien la technique qui va bien pour ce contrôle. Alors, soit des méthodes de traitement d'image conventionnelles, on a plein de catégories de méthodes de traitement d'image conventionnelles, que ce soit basé sur des filtres, sur des opérations morphologiques, parfois sur un modèle comme un template, une image référence qu'on compare avec, sur de la modélisation de l'image conforme et par suite la modélisation de bruit et la modélisation de défauts par la suite. Alors, on a plein de catégories de méthodes de traitement d'image conventionnelles. On a les méthodes, alors,
Oui, on a les méthodes de traitement d'images basées sur du machine learning. Et ensuite, le sujet de notre présentation, c'est les méthodes basées sur le deep learning. Alors là, ce qu'on va faire en premier temps, c'est un petit rappel sur la différence entre les termes machine learning et deep learning, ce qu'on veut dire par chaque terme. En gros, pour le machine learning, supposons qu'on a une pièce à contrôler, une image d'une pièce à contrôler. Alors, l'entrée, là, ce qu'on présente, c'est une image, mais éventuellement, c'est tout type de données, c'est de la même manière. Ça pourra être un signal temporel dans le domaine fréquentiel, tout type de données, on le contrôle de la même manière. Supposons qu'on a une donnée en entrée. Dans l'approche machine learning, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir extraire des caractéristiques de ces données-là, de ces images par exemple. Alors, on va essayer de regarder les différents types de défauts sur les pièces, essayer d'identifier les caractéristiques spécifiques aux défauts, qui distingue les défauts d'une autre anomalie ou d'une pièce conforme, et ensuite développer les méthodes et les techniques de traitement d'images adaptées pour extraire ces caractéristiques des images. Alors là, on a deux expertises combinées. L'expertise métier, qui va savoir identifier les défauts et les distinguer des autres types d'anomalies sur la pièce. Et ensuite, on a l'expert traitement de données qui va développer les méthodes pour extraire les bonnes caractéristiques de ces données-là. Alors là, on a les caractéristiques. On va utiliser ces caractéristiques pour faire une opération de classification, de régression. L'objectif pourra changer suivant le besoin. Alors là, c'est un exemple de classification. Alors, on va utiliser ces caractéristiques extraites des pièces conformes, des pièces non conformes, et entraîner un classifieur. On a plein de types de classifieurs dans le machine learning. Un des classifieurs, c'est un réseau de neurones. Même le réseau de neurones pourra être utilisé tout simplement pour la classification toute simple. On va entraîner ce classifieur pour qu'il apprenne c'est quoi des caractéristiques conformes, c'est quoi des caractéristiques non conformes, et nous donner une décision finale sur la conformité de la pièce. Quand on parle de deep learning, c'est un petit peu la même approche, mais la seule différence, la différence majeure en fait, c'est que la partie extraction de caractéristiques et classification se font par le modèle lui-même, durant la phase d'apprentissage, en même temps. Alors, on va passer les données brutes avec peut-être un petit peu de pré-traitement pour nettoyer la base d'images, pour normaliser les images, ainsi de suite. Alors, le réseau de neurones là, dans le deep learning, c'est lui qui va faire les deux tâches en même temps. Alors, il va apprendre à extraire les caractéristiques les plus pertinentes pour lui permettre de distinguer entre une pièce conforme et une pièce défectueuse, et effectuer la classification par la suite pour nous sortir enfin la sanction ou bien la décision finale sur la conformité de la pièce. Alors, pour les images, principalement, ce qu'on utilise comme type de réseau de neurones, ce qu'on appelle les réseaux neuronaux convolutifs, ou bien les CNN. Alors, c'est quoi les réseaux neuronaux convolutifs? Rapidement, c'est un type de réseau de neurones basé, le fonctionnement, il est basé principalement sur l'opération de convolution. Alors, supposons qu'on a une image toute simple, une image binaire avec des pixels 0,1 et d'une petite taille 6 x 6 pixels, et sur laquelle on souhaite extraire des caractéristiques. Alors, d'habitude, dans l'approche machine learning, comme on a dit, c'est à nous-mêmes de développer les méthodes ou bien les techniques pour extraire les caractéristiques. Alors, on va venir de concevoir un filtre de convolution de ce type, par exemple. Alors là, pareil, c'est un filtre très simple. Et on va l'appliquer sur l'image pour extraire des caractéristiques. Alors, l'application d'une convolution, c'est une multiplication pixel à pixel et ensuite une somme des valeurs. Alors, c'est 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1 et les moins 1 multiplié par 0. On obtient la somme 3. On va balayer l'image pour faire la convolution sur la totalité de l'image pour obtenir une image en sortie qui contient les caractéristiques. Alors, comment cela? C'est que dans ce filtre-là, on a conçu le filtre, on l'a créé de manière à détecter un pattern, une caractéristique bien spécifique dans l'image, c'est la diagonale. Et cette caractéristique, on la voit deux fois dans l'image, dans cette position et dans cette position. Et dans ces deux positions, quand on a appliqué la convolution, on a eu les valeurs max dans l'image en sortie. Alors, on peut voir là les valeurs max 3 et 3 dans l'image. Alors, cette image en sortie nous donne une information sur si le pattern qu'on recherche à partir de ce filtre existe dans l'image et sa position en même temps. Alors, elle nous donne ces deux informations en appliquant ce filtre de convolution sur l'image. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme il y a plein de caractéristiques à extraire de l'image, on va créer plein de filtres et chaque filtre, il a comme but d'extraire des caractéristiques spécifiques. Alors, on va créer un deuxième filtre, pareil, appliqué sur l'image pour
ressortir une image de caractéristique. Là, ce qu'on cherche, c'est une droite verticale. Alors, elle existe là sur l'image et on obtient 3, la valeur max dans cette position. On va répéter ça avec plein de filtres pour extraire plein de caractéristiques pertinentes de l'image. Alors, les images en sortie dans le deep learning, on utilise le terme les feature maps. Et de son nom, c'est le plan des caractéristiques. Car, comme on a dit, ça nous montre si les caractéristiques qu'on essaye d'extraire sont présentes dans l'image et où elles sont présentes dans l'image. L'avantage du deep learning, c'est que cette création de filtres, ce n'est pas à nous-mêmes de les faire, c'est plutôt le réseau qui va apprendre à concevoir ces filtres. Alors nous, on a besoin uniquement de définir l'architecture, le nombre de filtres à appliquer, mais les valeurs des filtres seront apprises par le réseau durant la phase d'apprentissage quand il faut des images conformes et des images défectueuses. Et c'est ça le vrai avantage du deep learning, des approches basées sur des réseaux neuronaux convolutifs. Alors, pour créer une architecture complète, on a bien sûr une succession de couches de convolution et avec d'autres types de couches. Alors, ce n'est pas uniquement les convolutions, mais les convolutions sont vraiment les couches les plus importantes dans ce type de réseau. Alors, on a des activations associées aux convolutions. On a ce qu'on appelle des couches de pooling qui servent un petit peu à réduire la dimensionnalité de l'image tout en conservant les caractéristiques les plus importantes et ainsi de suite. Alors, on va voir qu'on a une succession de couches de convolution. Le réseau, durant la phase d'apprentissage, il va apprendre à partir de ce modèle-là tout simple à extraire des caractéristiques pertinentes de l'image. Alors là, c'est une architecture vraiment très basique d'un réseau neuronal convolutif. On a des architectures beaucoup plus avancées avec des liaisons et des connexions beaucoup plus complexes. Mais le but là, c'est uniquement d'extraire des caractéristiques. Et par la suite, on peut utiliser ces caractéristiques pour faire plusieurs tâches suivant l'objectif d'apprentissage. Alors, peut-être, si on souhaite faire de la classification, il suffit de mettre quelques neurones en sortie, des multilayers perceptrons pour faire de la classification image OK, image non OK, conforme, non conforme. Ou bien, on peut avoir plusieurs types, plusieurs classes, pas nécessairement deux classes uniquement. On peut utiliser le même réseau, mais en changeant un petit peu la fonction et les dernières couches pour faire de la détection d'objets. Alors là, la détection d'objets, c'est plutôt le but, là, c'est d'encadrer les défauts dans l'image. Alors, si l'image ne contient pas de défauts, il n'y aura rien en sortie. Mais s'il contient des défauts, on va encadrer les défauts et même les classifier. Alors là, on a 2 défauts détectés du même type. Et là, on a un défaut supplémentaire sur cette image d'un type différent. Alors là, la détection d'objets, on a une couche supplémentaire de précision car on classifie et on localise en même temps. Et on a même l'approche, ce qu'on appelle la segmentation. Alors, la segmentation, ce qui permet de surligner le défaut dans l'image. Alors, c'est plutôt, on peut la voir comme une classification pixel par pixel. Chaque pixel, il est classifié comme conforme ou non conforme suivant la classe. Et pareil, on peut faire de la classification avec la segmentation en même temps. Alors, après ce petit rappel un petit peu de l'intelligence artificielle ou bien du deep learning, l'étape suivante dans des approches deep learning, c'est de préparer les données, la base d'apprentissage et de la noter. Alors, supposons qu'on a acquis plein d'images. La première étape, c'est de nettoyer cette base d'images. Supposons qu'on a une image sombre, floue, ainsi de suite. Et il faut la supprimer. Elle représente un outlier ou bien des données aberrantes. Alors, on va la supprimer. Pour la notation, pour entraîner un réseau de neurones, bien sûr, il faut lui montrer des images conformes et non conformes, ou bien si on a plusieurs classes de chaque classe, et en même temps, lui dire c'est une pièce, ce que je te présente maintenant, c'est une pièce conforme, ce que je te présente maintenant, c'est une pièce défectueuse. Alors, il faut les annoter. Pour la classification, on associe une classe à chaque image, tout simplement. Pour la détection d'objets, on va venir encadrer manuellement tous les défauts et associer une classe à chaque encadrement. Alors, c'est l'annotation, si on a des milliers d'images à annoter, ça prend du temps, c'est un travail manuel. Et on a la troisième approche, la segmentation. Et là, l'annotation, c'est la plus précise, mais la plus lente, éventuellement, car il faut surligner tout le défaut dans l'image. Si on a plusieurs défauts dans l'image, il faut surligner tous les défauts dans chaque image manuellement. Après cette partie, il nous reste l'apprentissage ou l'entraînement du réseau de neurones. Alors là, durant l'apprentissage, on va lui présenter ces images annotées et on va s'assurer, on va observer les courbes de précision et les courbes de perte pour s'assurer si le réseau, car on a 2 objectifs, c'est que le réseau doit apprendre
à différencier, à distinguer entre les différentes classes, mais en même temps, il doit savoir généraliser, il doit apprendre à généraliser sur des pièces qu'il n'a jamais vues, car c'est ça l'intérêt derrière, c'est de savoir comment généraliser ce qu'il a appris durant la phase d'apprentissage sur des pièces qu'il n'a jamais vues en ligne de production. Alors, durant cette phase d'apprentissage, on va essayer d'observer différents paramètres pour s'assurer qu'on n'a pas ce phénomène, ce qu'on appelle le surapprentissage, où le réseau, il apprend bien sur les données d'apprentissage, mais n'arrive pas à généraliser sur des données qu'il n'a jamais vues, les données de validation ou bien de test. Alors, on va vous présenter quelques cas d'usage sur lesquels on a travaillé au 7e Grand Test. Un premier cas très simple du contrôle qualité pour la classification. Alors, je vais avancer un petit peu dans la vidéo. Alors là, c'est un petit démonstrateur qui fait de la classification toute simple. On a 3 types de pièces, les vis, les rondelles et les écrous. Et là, le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va identifier le type de pièce et ensuite, il va faire la sanction automatique. Est-ce que c'est une pièce conforme ou défectueuse? Alors, en réalité, on a un classifieur avec 6 classes différentes. On a 3 classes des différentes pièces conformes et 3 classes des différentes pièces non conformes. Alors, tout simplement, c'est un classifieur qui permet de, en même temps, décider sur le type de pièce et la sanction automatique par la suite, avec un coût très minimal. Alors, on a une caméra, une webcam qu'on a utilisée, un PC très simple, et ainsi de suite. Alors là, c'est une tâche très simple pour le deep learning. On peut avancer sur une autre approche, par exemple, une autre application qu'on a appliquée. Pareil, c'est un cas qui est considéré un petit peu simple pour l'intelligence artificielle. C'est la segmentation et la mesure de surface de fragments avec des géométries très complexes. Alors là, on peut imaginer faire cette tâche et on l'a fait avec du traitement traditionnel. Le problème avec le traitement traditionnel, c'est que comme c'est basé sur des opérations de seuillage, de filtrage, ainsi de suite, c'est adapté à des conditions d'acquisition bien contrôlées. C'est-à-dire si on change un petit peu le niveau d'éclairage, la segmentation ne va pas marcher très bien. Le deep learning, en gros, durant l'apprentissage, ce qu'on va faire, on va varier ce niveau d'éclairage et entraîner le réseau de neurones sur différents niveaux d'éclairage pour essayer que le réseau doit s'adapter à cette variation d'éclairage qu'on peut avoir dans un atelier, par exemple. Une tâche encore qu'on a appliquée, et là, on arrive à des cas un petit peu plus complexes de détection de défauts. C'est des contrôles de pièces magnétisées après une technique de magnétisation des pièces. Alors, l'image en entrée, on voit qu'on a le défaut bien visible dans ce cas, mais on a plein de bruit sur la pièce. On a appliqué là trois approches différentes. C'est la classification par fenêtre glissante. Alors, on va diviser l'image en petites fenêtres et classifier chaque fenêtre. Alors là, on a 4 fenêtres défectueuses et les autres sont conformes. La détection d'objets ou bien la segmentation. Alors, on peut voir là un petit peu plus de résultats sur des défauts qui sont moins visibles, des défauts qui sont peut-être un petit peu similaires à des bruits qu'on peut voir sur l'image, mais quand même le réseau, s'il est bien entraîné, il arrive à distinguer entre les vrais défauts et les anomalies qu'on peut avoir, le bruit qu'on peut avoir sur l'image. Et un dernier cas d'usage, c'est pareil, c'est la détection des défauts, mais sur des images acquises avec la technologie, la thermographie infrarouge par induction. Alors là, l'objectif, c'était de faire de la segmentation. Alors, on voit le défaut, on voit plein de bruits dans l'image, mais quand même, le réseau, il arrive à segmenter correctement les défauts. Parfois, pas le défaut entier, une partie de défaut. Là, pareil, on a la segmentation et la classification en même temps. On a des types de défauts qui peuvent être différents. Alors, le réseau, il arrive à les segmenter et à les distinguer. Là, pareil, c'est un autre type de défaut détecté par le réseau. Sur d'autres types de pièces, par exemple, là, les moyens de véhicules, là, par exemple, on vous présente des pièces conformes. On voit que même sur les pièces conformes, on a plein de déformations, plein de bruits, plein d'anomalies sur la pièce, mais quand même le réseau, avec un détecteur d'objets, il arrive à détecter 2 types de défauts différents. Alors, on a ce qu'on appelle le filage, ou bien les défauts type rayure, ou bien les petits défauts type papillon. Alors, c'est des termes qu'on utilise en interne. Mais en gros, le réseau, il arrive à distinguer toute anomalie, déformation de surface, d'un vrai défaut. Alors, pour le cas de corrosion, je vais passer assez rapidement sur cette partie. Pour la détection de corrosion, c'est un petit peu similaire à une segmentation de défauts sur une pièce. La corrosion, elle a des caractéristiques bien spécifiques que le réseau doit apprendre pour pouvoir la distinguer et la segmenter sur une image.
Si on souhaite appliquer une méthode très simple de machine learning, pas de deep learning, comme classifieur de couleurs, alors ce qu'on va faire, on va extraire des pixels de l'image sans corrosion, des pixels de l'image avec corrosion. L'information des pixels, c'est les 3 composantes, rouge, vert, bleu. On va associer une classe pour les pixels corrosion, pixels sans corrosion. On va entraîner un simple classifieur. Alors là, c'est une approche machine learning. On arrive quand même à détecter la corrosion avec uniquement l'information de couleur. La limitation de cette approche, c'est évidemment qu'on s'est basé uniquement sur une caractéristique, c'est la couleur, c'est-à-dire dans une image comme celle-ci, on va détecter l'arbre qui a des couleurs similaires à la corrosion, on va détecter plein de bruit autour de l'image. C'est pour cela que l'intérêt, c'est ici qu'on voit l'intérêt d'utiliser un réseau neuronal convolutif, le deep learning, c'est que ça nous permet d'identifier les corrosions et les distinguer des autres éléments dans l'image. Ça nous permet même de segmenter les zones d'intérêt. Supposons qu'on a une image avec plein d'objets, c'est ce qui nous intéresse uniquement de contrôler une pièce dans cet environnement, dans cette image. Alors, ça nous permet déjà de segmenter les zones d'intérêt et détecter les corrosions sur les zones d'intérêt uniquement, et peut même de classifier différents types de corrosion qu'on peut avoir éventuellement sur la pièce. La limitation, c'est que ça nécessite une base d'image pour l'apprentissage et une annotation. Une proposition, c'est peut-être utiliser un système plus simple, comme basé sur la couleur, ce qu'on a montré, pour faire une pré-annotation, aider durant la phase d'annotation qui prend énormément de temps. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Karim, pour ta présentation. Il nous reste une petite dizaine, à peine une dizaine de minutes. Alors j'ai quelques questions. Je pense que la première est plus adressée à Jean-Marie. Savez-vous quel type de modèle est utilisé pour prédire la corrosion à partir des variables? Un random forest ou quelque chose de plus sophistiqué? Ton micro. Oui, donc en fait, ce qu'on utilise, c'est Random Forest. Pourquoi? Parce que pour faire du deep learning, ce qui a été montré d'ailleurs sur les images, il faut beaucoup de données. Et là, on a peu de données. On a les données sur les aéroports. On a à peu près 200 aéroports pour lesquels on connaît la vitesse de corrosion. Donc on utilise le Random Forest. Ok. Une autre question pour toi aussi. À partir de quelles données avez-vous estimé que la corrosion coûte le plus cher sur les landing gear? Alors là, je ne comprends pas trop la question. À partir de quelles données avez-vous estimé que la corrosion coûte le plus cher sur les landing gear? Alors, à un moment, tu parlais que c'était les trains d'atterrissage, de la corrosion sur les trains d'atterrissage, c'est ce qui coûtait le plus cher. Oui, c'est ça, c'est les engrenages en fait. Mais les engrenages, le problème des engrenages, et c'est pour ça que là où il y a de la valeur, c'est pas seulement de réduire le nombre de corrosions, mais c'est de réduire les inspections. C'est-à-dire que pour inspecter les engrenages, on est obligé de démonter les roues. Et pour démonter les roues, ça coûte 50 000 € par avion. Donc, si on est obligé de le faire toutes les 12 semaines versus toutes les 24 semaines, ça veut dire que par an, on économise par avion, si on peut le faire 24 semaines au lieu de 12 semaines, on peut le faire, on peut économiser 100 000 € par avion. Sur la flotte, je pense qu'on avait fait les calculs, avec juste l'extension des intervalles de maintenance, c'était 400 millions d'économisés pour les airlines. 400 millions d'euros, hein. C'est quand même assez conséquent. D'accord. Karim, dans ta présentation, et puis Jean-Marie, tu l'évoques aussi, vous dites qu'il vous faut une grande base de données, un grand nombre d'images, tu t'évoquais, Karim. Il y a un minimum. Comment vous jugez du nombre d'images nécessaires pour pouvoir commencer à ce que l'apprentissage soit efficace? Alors, ça dépend du cas d'usage, c'est de la complexité de la tâche à réaliser et de ce qu'on souhaite faire. Par exemple, pour la détection d'objets, l'encadrement ou bien la segmentation, on a uniquement besoin de pièces non conformes. On n'a pas besoin de pièces conformes car il n'y a rien à détecter dedans.
Le réseau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va apprendre d'une pièce non conforme les zones conformes et les zones défectueuses. Alors, il va apprendre à partir d'une base d'image uniquement de pièces défectueuses à distinguer les zones conformes des zones défectueuses. Mais le nombre d'images nécessaires, ça dépend de la complexité, principalement de la complexité de la tâche à réaliser. D'accord. Peut-être une autre question, Jean-Marie, par rapport à votre projet chez Airbus, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce projet? Ce qui nous a surpris au niveau des résultats, c'est principalement l'aspect contaminant. C'est-à-dire, on s'attendait à l'humidité, la salinité, mais on a vu apparaître la pollution. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a surpris parce que c'est même le plus grand contributeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même pour tout le monde, les connaissances qui sont extraites, elles sont intéressantes même pour monsieur tout le monde, enfin pour vous, pour tout le monde. Ça veut dire que si vous avez une voiture, ne la garez pas près d'une usine, tu vois, bon, par exemple. C'est pas une bonne idée. Si vous pouvez éviter. Donc voilà. Donc ça montre l'importance, les effets corrosifs de la pollution. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant la crise du Covid, où il y avait beaucoup d'usines qui étaient fermées, on a vu la vitesse de corrosion réduire fortement. On a pu le voir hein, sur le globe de façon parce que justement il y avait moins d'usines qui polluaient, tout simplement. D'accord. J'ai pas d'autres questions qui arrivent. Alors il nous reste 5 minutes. Peut-être François-Marie, au cas où il y a une question qui arrive, je l'évoquerai. Est-ce que tu veux donner un petit mot de fin? Oui, d'abord un grand merci à Karine et Jean-Marie pour cette présentation. Je pense qu'on a pu voir quelques caractéristiques en fait là-dedans de système d'IA, hein, la notion de valeur qui va diriger en fait les sujets d'une certaine façon, l'importance très grande que vous avez exhibée des connaissances métiers qui sont sous-jacentes. Hein, on s'adresse à des sujets extrêmement précis. Il y a bien cette combinaison-là entre les métiers et la technologie qui permettent en fait d'arriver au résultat dont vous avez parlé. Sur le plan technologique, d'ailleurs, vous avez mentionné tous les deux la combinaison ou certaines combinaisons qu'il peut y avoir sur les technologies. Hein. Ça, je pense que c'est aussi un point qui est important pour les systèmes industriels. En fait, il n'y a pas qu'une seule technologie, hein. Il n'y a pas un one size fits all, mais c'est souvent la combinaison des deux éléments qui sont importants. Et aussi, Jean-Marie mentionnait le fait que les techniques d'explicabilité qui étaient utilisées permettaient de aussi découvrir des connaissances. Donc, il y a un lien très, très fort entre les données et les connaissances. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant, je pense, à mentionner. On aura d'ailleurs l'occasion sous peu, avec Jean-Marie d'ailleurs, de vous proposer un webinaire spécialisé sur les sujets d'explicabilité. Hein. On a fait certains séminaires aussi où on présentait des librairies spécialisées dans l'explicabilité. Donc, il va y avoir d'autres, des focus techniques issus des résultats d'Amity. Hein. Je pense que vous connaissez Amity, le 3IA toulousain. Vous avez des librairies qui permettent de pouvoir travailler sur les sujets qui ont été évoqués. On a vu des sujets de computer vision, par exemple, sur lesquels certains des résultats permettent d'aller encore un peu plus loin en matière de précision et de qualité des résultats. On vous proposera aussi un webinaire sur l'optimisation qui adresse plutôt là des applications dans le domaine de la planification, par exemple, ou autres, et qui permettent d'adresser et de traiter des sujets qu'on ne sait pas traiter par des méthodes traditionnelles. Ça, je pense que c'est un des enseignements importants que vous avez tous les deux montrés, Jean-Marie et Karim, c'est que avec certaines technologies traditionnelles, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et avec ces technologies-là, en particulier deep learning, de façon générale, les technologies d'intelligence artificielle, nous savons sur le plan industriel traiter de sujets qu'on ne savait pas traiter auparavant. Alors évidemment, ça ne se fait pas comme ça, juste en claquant des doigts. Hein. Vous avez exhibé les dimensions méthodologiques associées.
On ne fait pas des projets d'intelligence artificielle comme les projets traditionnels, il faut les apprendre. On a la chance dans la communauté EDIA, hein, donc économie de la donnée, intelligence artificielle du pôle, d'avoir des véritables professionnels sur le sujet. Hein. Donc si vous avez des sujets industriels à traiter, ben, n'hésitez pas. Il y a des sociétés qui savent traiter ça. Il y a des petites structures qui sont spécialisées là-dedans. Il y a des laboratoires de recherche qui font progresser les technologies dans ce domaine, et on l'a vu tout à l'heure. Donc, profitez-en, j'ai envie de dire. Hein. Même si c'est pas facile, vous pouvez adresser des sujets que vous ne savez pas traiter par ailleurs. J'en profite d'ailleurs pour vous dire auprès de chacun des membres du pôle, c'est qu'à l'occasion du forum technique donc, qui aura lieu au mois de mai, peut-être que vous pouvez 8, 9 et 10 juin. À 8 et 9, 10 juin, voilà. À Biarritz. À Biarritz, nous aurons l'occasion de montrer des applications. Hein. Ce qu'on souhaite faire, c'est précisément, comment dirais-je, vous le verrez, hein, combiner en fait des expertises comme on le fait aujourd'hui des différents écosystèmes d'excellence pour montrer l'application de technologies digitales dans différents domaines. Hein. Là, pour le coup, aujourd'hui, on le voit avec Emmanuel sur les sujets relatifs aux matériaux. Lors du forum, on le verra appliqué dans l'industrie du futur et aussi dans le système embarqué. Donc, retenez bien la date. Et on sera 8, 9 et 10 juin à Biarritz. 8, 9 et 10 juin à Biarritz. Le forum Aerospace Valley. Et on sera ravis. Il reste, merci François-Marie, il reste 1 minute, donc la réponse devra être courte. J'ai une question qui vient d'arriver, je pense qu'elle est pour Jean-Marie. Vous êtes-vous intéressé à d'autres parties de l'appareil, comme par exemple le fuselage, pour analyser la corrosion? Tout à fait, c'est une très bonne question. Bon, en 1 minute, oui. Non. Ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas la même formule. Voilà. C'est-à-dire que chaque système a des formules différentes. Faut bien voir que pourquoi? Parce que en fait, c'est pas les mêmes matériaux. Faut bien voir que la vitesse de corrosion, elle dépend aussi du système dans son ensemble, c'est-à-dire des protections. Par exemple, il y a des caches, il y a des graisses qui sont utilisées, qui font que ça change la vitesse de corrosion. Donc, la vitesse de corrosion, la recette est différente en fonction des systèmes. Fuselage, on a une recette de corrosion où l'humidité joue un plus gros rôle d'ailleurs, et mais c'est une recette différente. D'accord. Ok. Il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées. En tout cas, si ce webinaire sera en replay sur la chaîne YouTube du pôle Aerospace Valley. Et si vous voulez voilà, avoir des précisions ou des mises en relation avec nos deux intervenants, Karim et Jean-Marie, n'hésitez pas à nous écrire à François-Marie ou moi-même. Donc voilà. Donc merci pour ces présentations et ce temps passé. Et je vous souhaite un bon appétit et puis une bonne fin de journée. Et encore merci à vous deux. Merci.